Vous vous rappelez peut-être du passage télévisé de Mathieu Burnel fin octobre 2014, qui annonçait de manière provocatrice sur le plateau de Ce soir ou jamais, l'insurrection est arrivée. Il suffit de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Il y a en 2007, il y a un livre dont il était question là qui s'appelait L'insurrection qui vient. À ce moment-là, tout le monde rigolait. Ah, l'insurrection qui vient. Aujourd'hui, on peut dire, en repensant à ce titre, que l'insurrection est arrivée. On peut dire qu'il ne se passe pas 3 mois sans qu'un pays dans le monde ne voit sa jeunesse, et pas que les jeunes, dans la rue, mettre en échec la police et essayer d'abolir l'économie. C'est ça qui se passe, c'est ça le mouvement réel du monde aujourd'hui. Il faisait alors référence à l'ouvrage du Comité Invisible, publié en 2007 aux éditions La Fabrique, intitulé L'insurrection qui vient. Ce dernier titrait alors avec une formule qui ne manquera pas d'interpeller jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Violence. Tonight, here is the one thing that everybody seems to be missing. The extreme left on this planet is actively calling for violence. As world economies go down the tank and unemployment continues to rise, which some might say, maybe some of these politicians actually want, the disenfranchised people are set to explode. And now, I was handed this morning when I got into work. I've been trying to get a copy of this for a while. It is a brand new book. It is a dangerous book. It is called The Coming Insurrection. The Coming Insurrection. It is written by the Invisible Committee. It calls for violent revolution. An anonymous group from France, of all places, called the Invisible Committee, penned it. They want to bring down capitalism and the Western way of life. This started in France and started to spread to countries like Greece and Iceland, where people are out of work, out of money, and out of patience. Now, it's about to come here to America. Et bien évidemment en France, avec l'affaire de Tarnac. Cette fameuse histoire de terrorisme montée de toutes pièces par quelques fonctionnaires de l'État français, faisant le lien entre un groupe de jeunes, dont Mathieu Burnel, vivant en autonomie à Tarnac, l'action de vandalisme sur des lignes de chemin de fer, pourtant revendiquée par un groupe allemand en novembre 2008, et enfin le livre du Comité Invisible, L'insurrection qui vient. Des lignes TGV sabotées, ici avec un fer à béton. Et des militants de la mouvance anarchiste interpellés dans la foulée. Menait-il un projet terroriste? Non, vient de décider la juge d'instruction chargée de l'enquête. Le 11 novembre 2008, la France découvre l'affaire Tarnac, du nom d'un petit village de Corrèze, où devant les caméras, les policiers démantèlent un réseau présenté comme proche de l'ultra-gauche. 10 personnes sont mises en examen, suspectées de dégradation quelques jours plus tôt. Parmi elles, le leader supposé, Julien Coupat. Il était suivi de très près par les services de renseignement qui avaient placé une balise sous sa voiture. Lui et sa compagne, Hildune Lévy, reconnaissent leur présence à proximité des voies la nuit des dégradations, mais nient y avoir participé. Une enquête est ouverte pour des actes de terrorisme, choix justifié par le gouvernement de l'époque. Ces individus se caractérisent par le rejet de toute expression démocratique et par l'appel à des mouvements violents. L'affaire judiciaire devient politique. Face au gouvernement de droite, des élus de gauche dénoncent une enquête bâclée, parmi eux François Hollande. Les investigations sur les suspects ont-elles été orientées politiquement? Ce journaliste spécialiste du dossier en est convaincu. On leur reproche leurs idées, on leur reproche leurs écrits qui sont considérés comme subversifs. Et comme on n'a pas d'éléments matériels, eh bien on va les poursuivre sur la base d'intentions qu'on leur prête. Aujourd'hui, Julien Coupat et 3 autres personnes sont poursuivies pour association de malfaiteurs, mais plus pour terrorisme. Publié en 2007, avant l'ajout d'une mise au point en 2009, l'œuvre s'inscrit dans le contexte de la crise des banlieues, de la crise des supprimes, ou encore des crises économiques stimulées ou simulées à travers l'Union européenne et le reste du monde durant cette période. Très marqué par le mouvement de grève et de blocage contre le CPE, ainsi que par les émeutes de novembre 2005, le texte dresse un état des lieux de la France, et de l'État français plus engagé, voire enragé, que tous les partis de gauche ou de droite n'ont pu le faire durant ces 30 dernières années. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage.
pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. À leur adresse, le comité invisible écrit « La sphère de la représentation politique se clôt. De gauche à droite, c'est le même néant qui prend des poses de cadors ou des airs de vierge, les mêmes têtes de gondole qui échangent leurs discours, d'après les dernières trouvailles du service communication. » Moi, je souhaiterais, dans le cadre de ce débat sur Arte, revenir sur une notion qui, vous m'en donnerez quitus, me paraît essentielle. Et c'est la question du contrat, que je voudrais mettre en rapport avec cette autre question qui est celle du développement. Pourquoi penser aujourd'hui les logiques de développement dans l'esprit d'un contrat? Mais pour une raison au fond assez simple, c'est que dans l'espace désormais incontournable du local, il nous faut inventer des partenariats qui soient avec les acteurs, des partenariats qui soient garants de la démocratie, c'est-à-dire qui installent, qui assoient, je dirais, cette démocratie sur un véritable diagnostic partagé, qui relève le défi de la décentralisation en prenant en compte la question du lien social. La question du lien social, à l'heure de la mondialisation, excusez-moi de vous le dire, elle est bien mal en point. Mais elle est mal en point pourquoi? Mais parce que la question du lien social, aujourd'hui, c'est dans la proximité qu'il faut la relever. Excusez-moi. Et dans la proximité, la question du lien social et de la mondialisation, c'est tout simplement la question interculturelle. Alors moi, je pense que ce beau vocable de citoyenneté, aujourd'hui, nous devons l'appliquer aux habitants eux-mêmes et avec les habitants mettre en place des logiques de participation et au fond, pour un homme politique ou pour une nation tout entière, quel plus beau, quel plus magnifique projet. Bravo. 16 cartes battues de manière complètement aléatoire. Alors évidemment, on pourrait, alors si on devait débattre entre nous, je vous demanderais de me poser des questions. Donc François Rollin, vous voulez prendre 2 mots? Oui, et puis vous me bricolez une question avec ça. Enfin, vous faites une phrase, ça va le faire. Hein, donc, oui, bien sûr, mais vous avez évoqué très rapidement le partenariat, mais dans le cadre de la mondialisation, vous ne l'avez pas resitué précisément. C'est la question centrale. Le langage qu'ils emploient est soutenu, la dialectique est imposante, et le livre devra sûrement être lu plusieurs fois afin de pouvoir en saisir pleinement le contenu, puisque c'est un vrai travail de synthèse des idées circulant de nos jours, mis à nu et disséqué, comme si les auteurs avaient voulu dresser l'état clinique de notre civilisation, pour mieux pouvoir en faire le deuil. De ce fait, le livre ne suit pas un plan très linéaire, ou encore rigoureux d'une méthode chronologique, il devient donc vite compréhensible que le lecteur puisse passer de l'approbation, au doute, puis à la confusion, l'énervement, ou encore au rire. On peut par exemple extraire ce genre de tirade, illustrant à merveille le fond, et la forme employée dans le livre. L'Occident, aujourd'hui, c'est un GI qui fonce sur Fallujah à bord d'un char Abraham même en écoutant du hard rock à plein tube. C'est un touriste perdu au milieu des plaines de Mongolie, moqué de tous et qui sert sa carte bleue comme son unique planche de salut. C'est un manager qui ne jure que par le jeu de go. C'est une jeune fille qui cherche son bonheur parmi les fringues, les mecs et les crèmes hydratantes. C'est un militant suisse des droits de l'homme qui se rend aux 4 coins de la planète, solidaire de toutes les révoltes, pourvu qu'elles soient défaites. C'est un Espagnol qui se fout pas mal de la liberté politique depuis qu'on lui a garanti la liberté sexuelle. Jamais de nos vies on a pu se retrouver comme ça, ensemble, librement, sur nos places, à se rencontrer, à réfléchir ensemble, à faire la fête. Imaginez, il y a des jeunes, des vieux, des gens de partout. C'est la France qui est là. Empreints de la pensée des situationnistes, les auteurs disent eux-mêmes être les scribes de la situation. Provoquant dans leur pertinence, ils vont jusqu'à déclarer que ces rédacteurs n'en sont pas les auteurs, et, si l'on sait que certains cherchent parfois désespérément la reconnaissance littéraire, eux signent d'un nom de collectif imaginaire. Le livre est découpé d'abord en 7 cercles, ce qui ne manquera pas de nous évoquer l'enfer. Au travers du livre, c'est tour à tour l'hypothèse de la permanence du moi, l'identité nationale, l'immigration, la santé, le chômage, l'écologie, et bien d'autres sujets dits sociétaux, qui seront démystifiés. C'est un constat amer qui est tiré, sur l'état de ce qu'on appelle encore tous parmi nos sociétés, une notion pourtant périmée pour le comité invisible, puisque si elle n'était pas devenue cette abstraction définitive, elle désignerait l'ensemble des béquilles existentielles que l'on me tend pour me permettre de me traîner encore. Si l'on croit y percevoir du cynisme parfois, et on n'y manquera pas à de multiples reprises,
celui-ci n'est pas à méprendre pour du pessimisme, du défaitisme ou du fatalisme, puisqu'une fois sorti de l'enfer des 7 premiers cercles ou chapitres, 4 autres, annexes, s'offrent à nous une fois élevés de nos peaux mortes, et de nos dernières illusions idylliques. Le comité nous offre alors des pistes, des sentiers et des chemins possibles à arpenter, ainsi que des réflexions sur les luttes en cours, celles qui sont passées ou celles qui restent à venir, et tout cela avec une sorte d'optimisme clairvoyant, qui sonne parfois comme prophétique. On comprend alors mieux le passage télévisé de Mathieu Burnel, les propos qu'il tient face à ses interlocuteurs, clairement dans un autre degré de compréhension des rapports sociaux, en marge totale avec les conventions établies du petit écran. Et surtout, vous comprenez à peu près rien de ce qui se passe dans la jeunesse. Vous êtes là pour vous expliquer. Précisément, mais je vais le faire, vous inquiétez pas. En toute humilité. En toute humilité. Excusez-moi, vous êtes au Parti Socialiste, l'humilité, vous n'êtes pas là pour me dire ça. Et en toute sympathie d'ailleurs. Il n'est pas interdit d'être cordial. Vous me laissez terminer, non? Il y avoir de l'humour. C'est ça. Il y avoir un peu d'humour. Laissez-le terminer, Mathieu Burnel. Terminé. Pardon. Vos paroles ont été respectées, sa parole peut être respectée quand même. J'ai l'impression que la situation est assez claire en France, mais comme à peu près partout dans les démocraties libérales. C'est que la sphère politique, la sphère de la politique classique, dont on a ici une belle brochette de représentants, est fondamentalement apocalyptique. Apocalyptique pourquoi? Parce qu'en fait, la seule chose qu'elle parvient à proposer, c'est de retenir le désastre. C'est de retenir la fin. L'apocalypse, c'est pas l'arrivée de la fin, c'est la retenue de la fin. C'est-à-dire, attendez, avec nous, on va essayer de limiter la crise. Attendez, avec nous, on va essayer de faire que tout ne s'effondre pas tout de suite. Il s'avère qu'il y a quelques endroits, de plus en plus nombreux, comme Notre-Dame-des-Landes, comme le Testé, où il y a des gens qui prennent acte de ça, qui ont pris acte du fait qu'il n'y avait plus rien à attendre de la politique classique. Que, évidemment, depuis 1972, le rapport du Club de Rome, on sait qu'il y a la crise écologique et on sait que les politiciens n'y ont jamais rien fait et n'y feront jamais rien. Et donc, il y a des gens qui essayent de prendre au sérieux, minimalement, et Rémi Fraisse en faisait partie, ils essayent de prendre au sérieux minimalement la question de leur existence, la question des conditions matérielles de leur existence. Qui sont ces gens? Ces gens, c'est vos enfants, c'est vos neveux, ces gens-là, c'est nous, en fait. C'est notre génération. Monsieur fait sa crise d'adolescence dans une société sans père. C'est ça. Les émeutiers adorent affronter les CRS. C'est une manière de retrouver une autorité à renverser. Et effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Philippe Reynaud, c'est parce que la révolution ne viendra pas, parce qu'il n'y a aucun désastre à l'horizon, sauf dans votre tête, monsieur. Mais on en reparlera. On en reparlera. Moi, ça fait 40 ans que j'entends la fin. Oui, évidemment, parce que vous avez été maoïste, vous avez été Sarkozy, non, vous avez jamais, été tout et n'importe quoi. Jamais été vous maoïste. vivez juste dans une espèce de petite digression ridicule pour vendre des livres à des gens qui les lisent à la plage. Arrêtez de rigoler. Il y a des gens qui sont un petit peu sérieux dans cette époque. Non, mais il y a des gens dans cette société qui sont un petit peu sérieux et qui ne sont pas des guignols de plateau télé avec des émeutes qui viennent dire « Ah bah oui, mais quand même, avec des espèces de petites transgressions réac à 2 francs, c'est ridicule. » Ridicule. On est au moins deux. Il y a des gens qui prennent le monde au sérieux. Mathieu Burnel, vous vivez dans une bulle. La virulence de sa rhétorique à l'égard des représentants de la politique classique, ces fameuses têtes de gondole dont nous parlent les membres du comité invisible, en plus de nous amuser avec élégance, dénotent d'une conscience révolutionnaire à l'œuvre, de par l'utilisation d'un langage rarement entendu sur le tube cathodique. Ça fait 4-5 jours que je refuse toutes les télés, toutes les chaînes de radio, parce que j'en peux plus. Et je suis là pour Ligny Scudero. Voilà, c'est pour ça que je suis venu. Pour Ligny Scudero, parce que... Expliquez-nous. Parce que je rage. Je suis dégoûté, en fait. Je vous dis franchement, je suis dégoûté de ce lynchage, parce que... le carnage que ça engendre, des licenciements, c'est quoi à côté d'une chemise arrachée, d'un mec qui s'est fait simplement un peu molester, encore molester. Quelqu'un était dans le coma, vous le savez? Ouais, et alors? Et c'est alors que tout le mépris que Mathieu Burnel leur adresse en devient une évidence même. Car si lui et les autres jeunes de la région n'étaient pas coupables des faits reprochés par la justice au moment de l'affaire de Tarnac, il se pourrait que depuis, la multiplication des émeutes, des ZAD, zones à défendre, et autres actes de défiance à l'égard du régime en place, parfois peu ou pas du tout légaux, ne soit pas le symptôme du malaise de la jeunesse, le fait de l'augmentation du chômage chez les moins de 25 ans, le détachement d'une couche de la population face à la crise de la représentativité de la République, ou n'importe quel autre diagnostic que les organes de propagande traditionnels auraient pu émettre, mais un rejet, parfois inconscient, du système marchand,
du pouvoir oligarchique et des institutions capitalisantes en place. Autre chiffre définitif, celui du taux d'abstention. Plus de 11 millions d'électeurs n'ont pas voté dimanche, un chiffre record. Que cache-t-il? Un divorce avec les politiques? Un divorce qui ne date pas d'aujourd'hui, mais que les gouvernements successifs préfèrent nier. Les résultats des élections sont toujours donnés en pourcentage de votants, en prenant bien soin d'en exclure l'abstention de manière à ne pas révéler l'ampleur de la contestation ou du désintérêt des Français. D'autres résultats? Attardons-nous sur un exemple récent. Les résultats officiels des législatives de 2012. Oui, Élise, et elle concerne des personnalités politiques de premier plan. À commencer par Jérôme Cahuzac, le ministre délégué au budget, est réélu. Luc Châtel, ancien ministre de l'Éducation, est lui aussi réélu dans la Haute-Marne, vous le voyez. Attention, Jack Lang, ancien ministre de la Culture, il est battu au profit du candidat UMP. Encore un résultat, celui de Stéphane Le Foll. Maintenant, incluons l'abstention dans le résultat final. Oui, Élise, et elle concerne des personnalités de premier plan, à commencer par Jérôme Cahuzac, qui n'obtient pas la majorité dans le Lot-et-Garonne. Luc Châtel, ancien ministre de l'Éducation, est lui aussi battu en Haute-Marne. Il ne réunit que 32,6% des voix, insuffisant pour représenter les citoyens à l'Assemblée nationale. Dans les Vosges, l'abstention arrive également en tête. Jack Lang et Gérard Cherpion sont donc battus. Encore une fois, pas de représentants élus pour cette circonscription. Bilan catastrophique pour ces législatives. Seulement 17 députés élus sur les 577 sièges de l'Assemblée nationale. Arrivé à cette constatation, comment résumer cela mieux que « l'insurrection est arrivée ». Aujourd'hui, on peut dire, en repensant à ce titre, que l'insurrection est arrivée.